Bonjour, bienvenue. Je suis Cyril Lecomte, je suis médecin au Centre régional en antibiothérapie des Pays de Loire ou CRATB. J'ai le plaisir d'animer ce premier webinaire 2023 des mardis de la vaccination. C'est la 13e édition des soirées proposées par les centres de vaccination polyvalents de la région que vous connaissez aujourd'hui comme les mardis de la vaccination. Organisés par l'ARS des Pays de Loire en partenariat avec Medcal, devenu aujourd'hui CRATB, ils réunissent chaque année plusieurs centaines de professionnels de santé pour parler vaccination. Cette année, nous vous proposerons 4 webinaires avec une présentation d'une demi-heure par un expert d'un département de la région des Pays de la Loire. Et nous aurons une dizaine de minutes pour répondre aux questions que vous pourrez poser tout au long de l'intervention via le chat. Cette intervention et les suivantes seront disponibles quelques jours après le direct sur la chaîne YouTube VacciNews. Ce soir, rendez-vous à Nantes. Nous aurons le plaisir d'écouter le docteur Maëva Lefebvre, infectiologue dans le service des maladies infectieuses et tropicales et au Centre de prévention des maladies infectieuses et transmissibles du CHU de Nantes, qui nous présentera les nouveautés du calendrier vaccinal 2023. Je laisse la parole au docteur Lefebvre. Maëva, bonsoir. Merci de ta présence et je te laisse la parole. Merci beaucoup Cyril, bonjour à tous. Moi je suis ravie, chers collègues courageux, de partager avec vous quelques actualités de vaccination. Voici mes liens d'intérêt. Je fais partie de l'équipe d'Infovac et j'en profite pour remercier les copains pédiatres pour leur hyperactivité. Et ce soir, je vais vous parler de nouvelles recommandations, de nouveaux produits. Vous allez voir sur certaines thématiques, la peinture est un peu fraîche. Donc, on va commencer dans le vif du sujet des questions. Je vous ai parlé de nouvelles recommandations, nouveaux produits, mais il y a aussi des tensions d'approvisionnement. Vous recevez une jeune fille de 17 ans pour sa deuxième dose de Gardasil et d'Engirix B20 et la maman vous dit ne pas avoir trouvé l'Engirix B20 en pharmacie. Allez, je vous propose de figer le vote. Et donc, la majorité d'entre vous a proposé d'attendre. Ça peut valoir le coup d'interroger cette jeune fille sans sa maman pour vérifier qu'en effet, ce n'est pas une jeune fille qui prend des risques. Mais dans ces cas-là, effectivement, vous pourrez la vacciner au retour à la normale ou bien le pharmacien pourra la vacciner au retour à la normale. L'autre bonne réponse était de prescrire l'HBvax Pro. Les deux vaccins adultes sont interchangeables on essaie de garder les vaccins pédiatriques pour les enfants pour ne pas répercuter les tensions d'approvisionnement d'un groupe vers un autre groupe. Alors, on est vraiment dans un sujet d'actualité. Vous voyez une copie d'écran du site de l'ANSM au chapitre tension d'approvisionnement à la date du 15 septembre avec HBvax Pro 10 qui malheureusement vient rejoindre Ngirix B20 au rang des vaccins en tension d'approvisionnement pour ne pas dire en rupture de stock. C'est actuel, mais c'est du déjà connu. On a dépoussiéré les recommandations du Haut Conseil de la santé publique qui recommande en première intention de prescrire HBvax Pro 10 quand Ngirix B20 est en rupture de stock et puis d'arrêter tous les schémas de vaccination accélérée VHB. En cas de rupture d'HBvax Pro 10, il faut prioriser les personnes à risque et dans la situation vraiment terminale, on va dire, où on ne peut plus se procurer de vaccins adultes en ville, les centres de vaccination peuvent continuer de vacciner ces patients à risque, voire les PUI peuvent faire de la rétrocession quand un signal au niveau national est donné. Donc les personnes, bien sûr, à prioriser sont les personnes qui sont soumises à l'obligation vaccinale et puis d'autres personnes comme les preneurs de risques sexuels, les personnes dialysées, candidates à une greffe d'organes, etc. Ma deuxième question va concerner la vaccination anti-méningocoque. Ernesto est un petit garçon qui a reçu sa première dose de Nesvac à l'âge de 5 mois et ses deux premières doses de vaccin méningo-B Bexsero aux âges normaux de 3 et 5 mois. Et sa maman est médecin, un peu pénible, et vous demande s'il est possible de lui administrer un vaccin méningocoque quadrivalent, donc ACYW, en guise du rappel méningocoque C. On va figer les votes parce que je pense que pour l'instant, ça a bien avancé. Avec une majorité, oui, c'est une majorité de deuxième, ouais, c'est bon, c'est une majorité de deuxième proposition.
Donc oui, pour la plupart, vous êtes d'accord pour administrer le vaccin méningo-quadrivalent. Alors pour l'argumentation, un petit point épidémiologique sur les infections invasives à méningocoque. Vous voyez sur cette diapositive les histogrammes en rose qui montrent un pic d'incidence majeure parmi les enfants de moins de 1 an, d'une manière générale parmi les moins de 5 ans. Un deuxième pic d'incidence qui correspond aux adolescents et aux jeunes adultes, qui est également la tranche d'âge dans laquelle on observe un fort portage du méningocoque, c'est la courbe en bleu. Et puis enfin, sur la droite, vous voyez que les histogrammes remontent, c'est une nouvelle montée de l'incidence des infections à méningocoque chez les personnes plus âgées après l'âge de 75-80 ans. Sur le premier pic, on a une majorité d'infections à méningocoque B, 70%, et au fur et à mesure des âges, le méningocoque B est de moins en moins représenté pour devenir minoritaire chez les personnes les plus âgées. À quoi ressemble l'épidémiologie actuellement? Eh ben, vous voyez que depuis 2022, fin 2022, on voit une recrudescence des infections invasives à méningocoque alors que ça avait été le calme plat pendant la durée des confinements à cause de la pandémie Covid, avec une majorité en bleu d'infections au méningo B, puis puis le W et le Y, tandis que la fréquence des infections méningo-C est absolument minoritaire. Et ça, c'est suite à l'obligation vaccinale méningo-C avec 2 doses qui concerne donc des nourrissons petits, alors que la recommandation de vacciner en 2010 les enfants à partir de l'âge d'1 an avait été très peu suivie d'effets sur les très jeunes nourrissons. Les couvertures vaccinales étaient insuffisantes et l'effet troupeau n'a pas eu lieu pour protéger les nourrissons les plus jeunes. L'équipe du CNR des méningocoques a montré qu'il y avait une relation assez forte entre les infections invasives à méningocoques et le fait d'être bénéficiaire de la CMUC, avec un effet qui est particulièrement marqué chez les plus jeunes nourrissons de moins d'1 an, puisqu'il y a donc un surrisque x5 chez ces nourrissons de faire une infection invasive à méningocoques. Alors, pour continuer, un petit panorama des vaccins méningocoques. Les vaccins méningo-C d'abord. Vous connaissez le Nesvac, le Menjuget 10. Le Nesvac a une facilité d'utilisation puisqu'entre 4 mois et 1 an, on peut l'utiliser sous forme d'une dose unique et un rappel au moins 6 mois plus tard. Et c'est le schéma qui est utilisé dans le calendrier vaccinal avec 2 doses à 5 mois et à 12 mois. À partir de 12 mois, c'est une dose unique qui permet de faire facilement un rattrapage à tous les enfants et les jeunes adultes jusqu'à l'âge de 24 ans. Le Menjuget, lui, se fait en 2 doses à 2 mois d'intervalle et un rappel jusqu'à l'âge de 12 mois ou une dose unique à partir de l'âge de 12 mois. Alors, ces vaccins ont une efficacité vaccinale importante. Elle a été évaluée entre 80 et 100% d'après les programmes de vaccination au Royaume-Uni. Et on observe enfin cette efficacité vaccinale en France avec des données de Santé publique France que vous voyez ici, qui vous montre que le sérogroupe B, le sérogroupe C, pardon, n'a correspondu cette année, enfin en 2022, qu'à 8 cas, donc 3% des infections. Et en deuxième, au premier rang, c'était les infections à méningo B, puis à touche-touche, les infections à méningo Y et W, donc vraiment une efficacité de ce programme de vaccination contre les infections à méningo C. Donc, on peut bien se poser maintenant l'intérêt d'élargir la vaccination aux infections à méningocoque B, Y et W. Le B, c'est fait avec la recommandation. Pour le Y et le W, on dispose des vaccins quadrivalents, le MENVEO, je ne vais pas beaucoup en parler, l'AMM commence à partir de l'âge de 2 ans. Le Nimenrix, qui a l'AMM à partir de l'âge de 6 semaines et qui peut se donner en dose unique à partir de l'âge de 12 mois. Et enfin, le Menquadfil, dernier arrivé, qui a une AMM à partir de l'âge de 12 mois. Et vous voyez sa petite particularité, les doses utilisées pour chaque polysaccharide sont le double des autres vaccins.
Petite mention particulière pour les populations à risque, comme les splénectomisés par exemple. La primo-vaccination se fait en 2 doses, y compris chez les personnes qui sont âgées de plus d'1 an. Il faut leur proposer un rappel tous les 5 ans et également la vaccination de l'entourage, puisque ce sont des vaccins qui ont un effet sur le portage de la bactérie. Je vous ai parlé du dernier arrivé, Menquat-Phi, il est mentionné dans la question et donc on va répondre à cette partie. Eh bien, l'immunogénicité du Menquat-Phi a été comparée à celle de Nimenrix chez les nourrissons âgés de 12 à 23 mois, qu'ils aient ou non reçu une première dose de vaccin méningocoque C conjugué au préalable, avant l'âge de 12 mois. Dans le groupe des nourrissons qui n'avaient pas reçu de vaccin méningocoque C et qui sont donc primo-vaccinés avec Menquat-Phi ou Nimenrix, on observe at baseline à 2,4, 2,5, ce sont donc des niveaux de quasiment non-protection contre le méningocoque, et encadré en rouge, la montée des anticorps bactéricides contre le méningocoque, contre le méningocoque C, avec, vous voyez, une franche, un taux bien meilleur pour le Menquat-Phi par rapport au vaccin Nimenrix. Par contre, si on s'intéresse maintenant aux nourrissons qui sont primo-vaccinés avec une dose de vaccin méningocoque C conjugué avant l'âge de 12 mois et qui reçoivent donc dans un deuxième temps une dose de Menquat-Phi ou de Nimenrix, on observe, vous voyez encadré en rouge, que les taux d'anticorps bactéricides sont finalement équivalents. Et donc, ça répond à la question que j'ai posée. Si on utilise cette stratégie de vaccination quadrivalente suite à la première injection de vaccin méningo-C conjugué, il n'y a pas de préférence à avoir entre le vaccin Menquat-Phi ou le Nimenrix. Et enfin, du côté des vaccins méningocoque B, le Trumenba est le dernier arrivé avec une AMM seulement à partir de l'âge de 10 ans. Et le Bexsero, qui a également un vaccin protéique, mais qui utilise des protéines différentes. Donc, ce sont des vaccins qui sont non interchangeables. C'est le vaccin qui est utilisé pour le calendrier vaccinal avec un schéma à 2 doses plus un rappel à M3, M5 et M12. Lorsque la primo-vaccination a été démarrée entre 6 et 11 mois, on peut réaliser le rappel 2 mois plus tard. On gagne un petit peu de temps en termes de protection. Quand la primo-vaccination est débutée entre l'âge de 12 et 23 mois, le RCP du vaccin mentionne que le rappel doit être réalisé 12 à 24 mois plus tard, ce qui nous emmène bien loin dans l'âge des nourrissons, et ce qui devrait pouvoir être raccourci à 6 mois selon un rationnel immunologique qu'on applique à quasiment tous les vaccins. Et là encore, mention particulière pour les populations à risque d'infection invasive à méningocoque comme les splénectomisés. À partir de l'âge de 2 ans, la primo-vaccination se fait en 2 doses à 1 mois d'intervalle et un rappel tous les 5 ans. Le Bexsero, en vie réelle, il a une efficacité qui est comprise entre 50 et 100%. Ces chiffres correspondent aux bornes de l'intervalle de confiance. Avec une durée de protection de plus de 3 ans. Et le point négatif, c'est son absence d'effet sur le portage bactérien, si bien qu'on n'a pas d'effet de groupe comme on peut avoir avec les vaccins méningo-C conjugués ou quadrivalents. Je vous l'ai dit, ce sont des vaccins avec le Trumenba qui sont non interchangeables. N'oubliez pas de recommander la prise de paracétamol juste avant, puis 2 doses après la vaccination pour améliorer la tolérance du vaccin, qu'elle soit systémique ou locale. Ce sont des vaccins qui ont une forte réactogénicité. Le vaccin Bexsero a une efficacité croisée sur les autres sérogroupes de méningocoque. Ça avait déjà été présumé d'après l'expérience de certains pays qui utilisent ce vaccin depuis plus longtemps que nous. Et les données ont été redites clairement dans une publication du New England à partir de données espagnoles dans une étude cas contrôle qui a donc comparé les couvertures vaccinales dans un groupe d'enfants touchés par de moins de 5 ans et touchés par une infection à méningocoque versus un groupe d'enfants comparables mais qui n'a pas d'infection à méningocoque. Et cette comparaison, elle a permis de montrer que la vaccination Bexsero protégeait à 76% contre les infections invasives d'autres sérogroupes. Et même lorsque l'enfant n'avait reçu qu'une dose de vaccin Bexsero,
l'enfant était protégé à 68% contre les infections à méningocoque d'autres sérogroupes. Si, malgré les données rassurantes de la co-administration du vaccin méningo B et d'autres vaccins, il vous paraît difficile à vous ou aux parents d'administrer plus que 2 vaccins en même temps à l'âge de 12 mois, Infovac propose de privilégier la co-administration du vaccin méningocoque B et ROR, en partie du fait des données que je viens de vous dire, puisque le vaccin méningo B apporte une certaine protection contre les autres sérogroupes, et de décaler un tout petit peu la vaccination contre le méningocoque du groupe C. Puis la petite cerise sur le gâteau, le Bexsero a également une efficacité croisée sur le gonocoque. Donc ça peut servir dans d'autres groupes de population, sans remboursement bien sûr, avec une efficacité qui est évaluée à la louche selon différentes études, autour de 50%. Alors, j'ai pas répondu par contre à la question de l'intérêt de la vaccination méningocoque quadrivalente à l'adolescence, qui est très souvent posée. Je vais d'ailleurs pas y répondre parce que ça va demander du travail, de pouvoir y répondre avec un rationnel correct. Et ce travail, il est en cours. La note de cadrage a été validée par la HAS tout récemment, ce qui permettra d'avoir une recommandation autour de mars 2024. Je change de thématique et reste dans les archi-actualités avec la bronchiolite AVRS. Et donc, non à la bronchiolite. Marion, maman d'une très jolie Billy qui est chez nous, qui est née le 1er mars 2023, est résolue à ce que le VRS ne passe pas par elle cet hiver. Alors, comment faire pour que cette petite Billy ne rencontre pas le VRS cette année, en tout cas n'en fasse pas une forme grave? Marion pourrait la faire vacciner avec le vaccin de Pfizer ou GSK. La faire vacciner, oui, mais avec le vaccin de Pfizer seulement. Lui administrer le nouvel anticorps monoclonal anti-VRS dès maintenant. Administrer ce nouvel anticorps, mais seulement lorsque la DGS aura donné son feu vert pour les nourrissons de plus de 6 mois. Malheureusement, c'est tordu, je suis vraiment désolée. Malheureusement, Billy n'est pas éligible à un traitement préventif, que ce soit la vaccination ou les immunoglobulines monoclonales, parce qu'elle a reçu des IGIV il y a 2 mois suite à un comptage rougeole. Et donc, vous attendez un risque d'interférence. Donc, à la quasi-unanimité, vous m'avez donné la bonne réponse, c'est-à-dire de lui administrer le nouvel anticorps monoclonal anti-VRS dès maintenant. Il y avait quelques propositions de vaccination, mais on va le revoir après. C'est une vaccination qui ne concerne pas les nourrissons. Pour le VRS, on passe du néant à pléthore en quelques mois, même si tout ça couvait depuis déjà quelques années. Mais ça tombe bien puisqu'on avait des besoins supplémentaires à la seule proposition qu'on avait jusqu'à maintenant, qui était l'anticorps monoclonal Synagis. En effet, vous voyez que les hospitalisations pour VRS concernent pour la grande majorité, à 89%, des enfants qui sont nés à terme, et pour 87% des enfants qui d'ailleurs n'avaient aucun problème de santé, aucune comorbidité, qui rentraient donc finalement pas dans les critères d'éligibilité au palivizumab, le Synagis. Alors, du côté de la vaccination anti-VRS, ce qui va être à disposition bientôt, c'est la vaccination des femmes enceintes avec le vaccin Abrysvo, qui est le premier vaccin, celui de Pfizer, à avoir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe, d'après les données, en se reposant sur les données de l'essai Matisse. Donc, c'est un essai qui a comparé l'efficacité de la vaccination de la femme enceinte entre 24 et 36 semaines d'aménorrhée versus un placebo et qui a montré pour les nourrissons jusqu'à 90 jours de vie une efficacité contre les infections sévères nécessitant une prise en charge médicale, une efficacité à 82%. À 180 jours, l'efficacité est encore à 70%. Aux États-Unis, le vaccin a été autorisé par contre avec un intervalle, une fenêtre un peu plus serrée,
entre 30 et 36 semaines d'aménorrhée. Ce choix a été fait pour contourner un petit problème qui a été remarqué, c'est un très léger déséquilibre dans la fréquence des accouchements prématurés, même si cette différence n'est pas statistiquement significative. Donc la HAS est en cours de réflexion. La note de cadrage précise qu'une recommandation sera attendue pour mai 2024. On va plutôt se rabattre sur le traitement par nirsevimab, qui est le nouvel anticorps monoclonal, le Beyfortus de Sanofi et AstraZeneca, qui a reçu l'AMM européenne et américaine, qui a reçu un avis favorable de la HAS en juillet 2023. Et la DGS a émis des directives très précises, en particulier le 24 août 2023. C'est une immunoglobuline qui est humaine, qui est plus stable et plus neutralisante que le palivizumab, avec une durée de protection attendue d'au moins 5 mois, ce qui évite les répétitions d'injection de palivizumab, avec une concentration maximale attendue de taux d'anticorps à J6, entre J4 et J21, donc pas nécessairement amener l'enfant dans des grosses réunions le lendemain de l'injection. Les données de tolérance sont rassurantes sur 12 000 nourrissons, y compris des prématurés qui ont reçu la vaccination. Il y a toujours bien sûr un risque théorique d'anaphylaxie, mais il n'a pas été documenté au cours des essais. Et puis des événements indésirables attendus qui sont le rash, la survenue de fièvre ou de réaction au site d'injection pour des pourcentages, vous voyez, qui sont relativement faibles. Les données d'efficacité reposent sur plusieurs essais. Par exemple, l'essai de phase 3 Mélodie, qui a été mené chez des nouveau-nés après 34 semaines d'aménorrhée et qui a montré une efficacité contre les bronchiolites AVRS à 76%, une efficacité contre les bronchiolites AVRS nécessitant une hospitalisation à 77% et une efficacité contre les bronchiolites AVRS très sévères à 79%. Et l'essai de phase 3B Harmonie, qui a concerné 4000 nouveau-nés par bras, a montré une efficacité à 83% sur les hospitalisations, une efficacité à 76% sur les infections très sévères et une efficacité à 58% quand même sur les bronchiolites, toutes causes confondues, pas seulement AVRS. Donc, pour votre pratique, il faut prescrire Beyfortus pour tous les nouveau-nés qui sont nés à partir du 15 septembre, donc à partir de maintenant, et pour les nourrissons qui sont nés avant le 15 septembre, mais qui s'apprêtent à vivre leur première saison de VRS, c'est-à-dire qui sont nés à partir du 6 février 2023, en priorité les plus jeunes, ceux qui ont moins de 6 mois, mais également les nourrissons un tout petit peu plus âgés, c'est-à-dire qui ont à peu près entre 6 et 7 mois. Et on va donc réserver le Synagis pour les nourrissons qui vont entamer leur deuxième saison de VRS et qui, bien sûr, satisfont les critères d'éligibilité au Synagis. Ce sont les enfants de moins de 2 ans qui ont reçu un traitement pour dysplasie au cours des 6 derniers mois ou qui ont une cardiopathie congénitale avec un retentissement hémodynamique. L'extension d'AMM européenne pour la deuxième année est en attente. Le traitement a par contre été autorisé par la FDA, recommandé par le CDC. Donc ces enfants qui s'apprêtent à vivre leur deuxième saison de VRS peuvent recevoir du Beyfortus outre-Atlantique. Donc pour récapituler, les nourrissons, il me manque un morceau, le voilà. Les nouveau-nés qui naissent à partir de maintenant doivent tous être immunisés dès que possible après la naissance et donc à la maternité, avec un rattrapage possible ensuite en ville. Et les nourrissons qui sont nés avant le 15 septembre doivent être immunisés le plus tôt possible, à partir du moment où ils sont nés, à partir du 6 février, au cours d'une visite de routine pédiatrique, par exemple. La prescription peut être faite par un médecin, une sage-femme. Un décret est paru pour qu'elle puisse concrètement le faire. La délivrance est possible en établissement de santé ou en pharmacie de ville avec une commande directe auprès de Sanofi. Et l'administration peut être faite par les médecins, les sages-femmes ou une infirmière sur prescription. La seule contre-indication, c'est l'hypersensibilité aux produits ou présumés. C'est un traitement qui s'injecte en
une dose unique en intramusculaire dans la partie antérolatérale de la cuisse. On en arrive à faire des séances où on administre plus de 2 produits à l'heure actuelle. On peut utiliser la cuisse pour administrer un vaccin et quelques centimètres plus loin, un pouce, disent les Anglais, l'anticorps. C'est une dose dépendante du poids, 50 mg, donc 0,5 ml pour les nourrissons pesant moins de 5 kg et 100 mg, c'est-à-dire 1 ml pour les nourrissons pesant plus de 5 kg. La co-administration est donc possible avec tous les vaccins de la petite enfance en des sites d'injection distincts et il n'y a pas de délai minimal à respecter entre le nirsevimab et les vaccins, d'autres anticorps ou des produits sanguins par exemple. L'injection de nirsevimab n'est pas recommandée après un épisode d'infection des voies respiratoires inférieures documenté à VRS, mais vous voyez peut-être actuellement les épisodes de bronchiolite se font un peu plus fréquents, mais il s'agit plus probablement de bronchiolite à rhinovirus. Donc les épisodes respiratoires actuels ne devraient pas contre-indiquer l'administration du nirsevimab. Quand il s'agira de bronchiolite chez un enfant qui a reçu, chez un nourrisson qui a reçu le nirsevimab, il faudra tout faire pour documenter l'épisode respiratoire avec idéalement envoi de la souche au CNR qui va rechercher des résistances. Donc pour votre pratique, la HAS a rédigé des réponses rapides et des fiches sont mises à disposition pour l'information des familles. Le VRS, ce n'est pas seulement l'affaire des plus de 60 ans. Cette vignette illustre les recommandations faites aux États-Unis qui consistent à vacciner les personnes de plus de 60 ans qui ont des comorbidités. En Europe, le vaccin Arexvy de GSK et Abrysvo de Pfizer sont autorisés. Il n'y a pas de recommandation à l'heure actuelle. Le vaccin Arexvy est même arrivé chez les grossistes et donc sera bientôt disponible en ville. Alors, des données d'efficacité de ce vaccin, en voilà. Les chiffres d'efficacité sur les infections respiratoires basses sont très bons, hein, elles sont de 83%, mais en fait, si on regarde dans le détail, pour 25 000 participants dans cet essai, donc la moitié qui reçoit le placebo et l'autre moitié le vaccin, on a documenté un cas sévère dans le groupe vaccin contre 17 dans le groupe placebo, la sévérité étant définie par le nombre de symptômes, alors qu'au total, seulement 2 hospitalisations. L'aveugle n'a pas été levé, donc on ne sait pas si les hospitalisations ont eu lieu dans l'un ou dans l'autre des bras. Voilà, donc un nombre d'événements significatifs évités qui est somme toute modéré. Et la grosse question en suspens, c'est celle du prix. Donc voilà une idée du prix aux États-Unis, entre 270 et 295 dollars par dose. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, on part pour une dose qui durera au moins 2 ans de saison et sans doute un prix autour de 200 € en France. La stratégie vaccinale de prévention des infections par le VRS chez l'adulte âgé est donc en cours de réflexion. La note de cadrage de la HAS est récente, avec une recommandation probablement autour d'octobre 2024. Un mot sur les nouveaux vaccins pneumocoques. Vaxneuvance et Apexnar sont 2 vaccins conjugués, pour l'un 15 valences, pour l'autre 20 valences, qui ont reçu l'autorisation en Europe. Le vaccin 15 valences rajoute du 22F et du 33F par rapport au PCV13. La HAS l'a recommandé pour le calendrier vaccinal des nourrissons, mais il n'est pas passé à la commission de transparence. Donc, on n'a pas de vision pour le moment. Pour Apexnar, c'est une AMM chez les adultes seulement. L'AMM pédiatrique est peut-être attendue à fin 2023. La HAS souhaite qu'il remplace le schéma Prime Boost des adultes, ce qui va nous simplifier la vie, et que les adultes complètement vaccinés avec ce schéma puissent recevoir un rappel PCV 20 5 ans plus tard. Là encore, la commission de transparence n'a pas tranché et donc on n'a pour le moment pas de remboursement. Au sujet de la vaccination rotavirus, on va pouvoir ouvrir le vote directement et quelles sont, d'après vous, les bonnes réponses.
Est-ce que ce vaccin est efficace à 65-80% contre les gastro sévères? Est-ce que, en cas de régurgitation ou vomissement, il n'est pas indispensable d'administrer une nouvelle dose de vaccin? Au cours de la consultation, il faut préférer la séquence vaccin rotavirus puis les vaccins injectables, ou bien au contraire, est-ce que vous allez préférer faire la séquence vaccin injectable et en dernier le vaccin rotavirus? Enfin, dernière question, imaginons un nourrisson dont la mère était sous infliximab en cours de grossesse. D'après vous, est-ce qu'il peut être vacciné contre les rotavirus? Le vaccin rotavirus étant une vaccination, un vaccin vivant. Rotavirus en France, c'est 7 décès par an en moyenne. Le poids de la maladie concerne plus la maladie elle-même que la mortalité, et c'est ce qui guide la recommandation. Pour faire rapide, c'est environ 20 000 hospitalisations par an qui concernent les moins de 24 mois. L'infection par rotavirus est quasiment obligatoire. Tous les nourrissons de moins de 24 mois auront fait une première infection, et ensuite il peut y en avoir une deuxième, une troisième, etc. Vous voyez sur le graphe de droite que lors d'une première infection, on peut avoir tout un panel de sévérité. Le score de sévérité au-dessus de 10 correspondant aux gastro les plus sévères qui amènent en hospitalisation. Vous voyez sur les infections suivantes que finalement, il n'y a plus de gastro sévère avec un score au-dessus de 10 quand une première a eu lieu auparavant. C'est le principe qui est utilisé pour la vaccination rotavirus. Malgré des données de tolérance qui sont très bonnes d'après les essais cliniques et d'après la vie réelle, et en fait je vais passer vite parce qu'on est un petit peu en retard, et malgré des données d'efficacité qui sont excellentes, à la fois dans la population des nourrissons vaccinés, mais y compris grâce à l'effet de groupe, une bonne efficacité chez les nourrissons qui ne sont pas vaccinés, eh bien, la couverture vaccinale, une dose à 7 mois, avec des données de vaccinoscopie qui remontent à avril 2023, ne sont que de 13%. Alors, le remboursement remonte à 2023. Pour la coqueluche, Madame B a reçu un vaccin DTP coque il y a 1 an et demi à l'occasion de sa dernière grossesse. Son carnet de santé perdu, elle a à nouveau été vaccinée avec un DTP coque à l'embauche au CHU. La tolérance était bonne et elle ne le savait pas encore, mais elle était enceinte à 3 semaines d'aménorrhée. Donc pour vous, première proposition, non, on ne va pas faire 3 vaccins DTP coque d'affilée. Donc pour elle, ce sera le cocooning. Deuxième proposition, les recos, c'est les recos. Je la vaccine entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. D'une manière générale, la vaccination des TP-coques pour les femmes enceintes, c'est bof, bof. Vous préférez largement la stratégie du cocooning. Chez les femmes enceintes, ça vous gêne de répéter les DTP-coques quand les grossesses se répètent. Dans ces circonstances-là, vous préférez le cocooning. Et puis, question un peu théorique pour terminer, si la dernière dose de vaccin avait eu lieu à 13 semaines d'aménorrhée, est-ce que vous considérez qu'on aurait pu se passer d'une dose de vaccin supplémentaire? On va figer les votes. C'est bien, vous êtes complètement enthousiastes et motivés pour la vaccination coqueluche des femmes enceintes, quels que soient leurs antécédents vaccinaux. Euh, je vous ai mis le détail de quelques-unes de ces questions et j'ai pas le temps de revenir dessus parce que on a quasiment terminé le temps. Mais vous pouvez retrouver toutes les questions-réponses, toutes les questions que vous vous posez et les réponses sur le site d'Infovac. Euh, et dernière proposition, c'est au sujet de la vaccination Covid-19. Donc actuellement, on a une circulation d'XBB 1.5 qui est un sous-variant d'Omicron qui avait commencé à l'automne et qui est devenu majoritaire début 2023. Les industriels et l'OMS ont commencé à développer un nouveau vaccin et c'est ce qu'a recommandé l'OMS, d'utiliser un vaccin dorénavant monovalent ciblant XBB 1.5. Mais les choses avec le Covid ne seront jamais comme on l'espère, puisque depuis, un nouveau variant a émergé, enfin un sous-variant, c'est ERIS, EG.5. Et on a un petit balbutiement de BA2.86 qu'on appelle Pierrola
avec quelques cas en Europe et un petit peu plus outre-Atlantique, avec un profil pour XBB 1.5 et EG5 qui sont très proches. La protéine spike est très proche, donc on n'est pas très inquiet sur l'efficacité du nouveau vaccin. L'inquiétude est un petit peu plus grande au cas où BA2.86 prendrait plus de place, parce que là, on a pas mal de mutations supplémentaires et on peut craindre un échappement immunitaire par rapport au vaccin précédent ou vaccin actuel et même vis-à-vis des infections précédentes. Un mot concernant les immunodéprimés ou les personnes à risque, en tout cas, qui seraient notamment pas à jour vis-à-vis de la vaccination, ou les forts immunodéprimés, quels que soient leurs antécédents vaccinaux. Paxlovid probablement garder son activité sur les nouveaux sous-variants. Et un petit mot recherche. Pour les patients immunodéprimés qui ne répondent pas à la vaccination et qui ne pourraient pas recevoir de Paxlovid parce qu'ils auraient des interactions médicamenteuses. On ouvre au CHU de Nantes un essai clinique sur un nouvel anticorps monoclonal préventif, donc le nouvel Evusheld. Et je vous ai mis le contact si des patients pouvaient être intéressés pour recevoir ce produit. Je vous ai fait un rappel des cibles de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Les personnes de plus de 65 ans, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les personnes à haut risque d'une manière assez large, l'entourage de personnes à haut risque d'immunodéprimés et nous autres professionnels, on fait partie de ces recommandations. Les vaccins seront disponibles à partir du 2 octobre 2023 avec des commandes qui sont déjà ouvertes pour les vaccins Comirnaty XBB 12 ans et plus, et pour les 6 mois 4 ans, et une commande qui va bientôt ouvrir pour le vaccin monovalent XBB 1.5 des 5-11 ans. Voilà, le rappel pourra être réalisé 6 mois après la dernière infection ou le dernier rappel, voire 3 mois pour les personnes les plus immunodéprimées. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'ai débordé un tout petit peu, mais qu'on a quand même le temps pour des questions. Le centre de vaccination de Nantes est à votre disposition par téléphone ou par mail pour des questions vaccination. Vraiment, merci beaucoup, Maëva. Merci à tout le monde de s'être connecté, d'avoir suivi ce webinaire. Je voudrais aussi remercier Sonia Thibault et Fabien Quédé pour l'organisation à chaque fois sur les mardis de la vaccination, Jean-Paul Alves à la réalisation. Je vous invite à faire un détour en fait par le site du CRATB. Vous avez ici un petit onglet Vaccinews. Vous pourrez aller voir tout ce qui concerne la vaccination, mais vous trouverez aussi plein d'informations intéressantes. Dire encore merci à tout le monde. Au plaisir de vous retrouver et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.